vers la Cette fin. conférence va maintenant être enregistrée. Il vient vers la fin. Donc, c'est compliqué des fois. Avec déjà tous les chapitres qui sont venus avant, et lui, c'est un gros chapitre qui vient vers la fin. En général, les gens ont du mal à bien l'apprendre. Donc, il faudra bien s'organiser pour l'apprendre. Si vous avez le temps, prendre de l'avance. C'est un chapitre important. Il y a pas beaucoup, pas forcément beaucoup de compréhension, mais il y a énormément de par cœur. Donc, donnez-lui le temps, quand vous le voyez, donnez-lui le temps qu'il veut. S'il prend 4 heures à voir pour une partie, que ça prend 4 heures, les fois d'après, ça va prendre moins de temps. C'est juste car c'est beaucoup, beaucoup de choses à retenir. Maintenant, vous allez voir. Donc, ça, c'est le plan de première partie. OK, donc les lipides. Acides gras. Ça, c'est leur formule générale, FCOH. Donc, ils ont une fonction acide, d'où le nom acide gras. Et puis, c'est une chaîne carbonée qui est attachée à côté. Ils sont plus ou moins ramifiés, plus ou moins saturés. Donc, saturé, rappel, c'est la présence ou non de double liaison. Quand il y a des doubles liaisons, c'est que c'est insaturé. Et plus ou moins longue. En général, c'est entre 4 et 36 carbones. Donc, quelque chose qui a moins de 4 carbones n'est pas considéré, même s'il y a la fonction acide, il ne va pas être considéré comme un acide gras. On va commencer par les acides gras saturés. Donc, ça, c'est leur formule générale, CnH2nO2. Donc, deux fois plus d'hydrogène que de carbone, et toujours deux oxygènes. Entre 4 et 36 carbones, il y a deux façons de les nommer. Donc, ou bien on commence de la fonction carboxyle, donc acide COH, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 36. Ou bien on commence avec les lettres grecques, alpha, bêta, gamma, mais on ne va pas commencer du carboxyle, on va commencer du carbone le plus proche de la fonction carboxyle, le carbone alpha. Donc le carbone alpha, c'est le carbone le plus proche de la fonction carboxyle. Et puis il y a le bêta, c'est le deuxième plus proche, gamma, troisième plus proche. Et comme c'est des acides gras saturés, donc il n'y a pas de double liaison. Si ici il y a une double liaison, il n'est plus saturé. Donc, en l'éclat, il y a deux façons de les nommer. Donc, il y a le nom systémique, dépend du nombre de carbone. Le nom commun, c'est leur origine. Donc, il y a ce joli tableau que vous devez connaître. Il n'est pas très compliqué, surtout pour les noms systémiques, c'est pas très compliqué. Par exemple, 16 hexadécanoïque, 6 hexadécadis, même chose pour le reste. Ce qui est plus compliqué, c'est les noms communs, savoir chacun il a combien de carbone et tout. Palmitier, par exemple, il vient de l'huile de palme, arachidique de l'huile d'arachide. C'est juste, vous devez connaître ce tableau. Ça prend un peu de temps à retenir, mais ça va, ça passe. Les acides gras insaturés maintenant. Donc, il y a donc insaturé, donc il y a des insaturations. Il y a au moins une double liaison. Et il y a deux nomenclatures. Maintenant, on va les voir. C'est avec les lettres grecques. Que, par exemple, on vous a mis deux exemples en bas, les oméga 3 et oméga 6. Maintenant, après, on va voir vraiment comment nommer. D'où il sort le 3, d'où il sort le 6, c'est quoi la différence entre ces deux familles. Donc, c'est comme ça en général, le CN 2.1 entre parenthèses X, c'est comme ça qu'on va les nommer. C'est comme ça, oui, c'est comme ça qu'on écrit leur formule. Donc C pour carbone. Le N juste à côté, c'est combien il y a de carbone. Par exemple, ici, vous avez en bas acide palmiloléthique, il a 16 carbone, puis en dessous, il a 18 carbone. Deux points. Le chiffre juste après les deux points, le 1, c'est le nombre de doubles liaisons qu'il y a. Maintenant, comme on parle des acides gras monoinsaturés, il y a toujours une double liaison. Une seule insaturation, une double liaison. Et puis, entre parenthèses, le X, c'est la position du premier carbone de la double liaison. Donc, le carbone le plus proche de la fonction acide. Donc, plus concrètement, par exemple, pour l'acide palmitoléthique, l'huile de palme, c'est 16, donc 16 carbones, une insaturation, et elle est en position 9. Donc, elle est entre le carbone 9 et 10. Donc, c'est d'ici qu'on a ce nom. Même chose pour l'acide palmitique, 18, 1, 9. Elle est à la même position, mais il est de carbone plus grand. Maintenant, pour le oméga 7, oméga 9, d'où il sort, c'est quand on prend ce 9 là
donc la position de la dernière double liaison. Pour les monoinsaturés, il n'y a qu'une seule double liaison. Donc la seule double liaison, le carbone, tu prends le 9, tu fais moins le nombre de carbone total, donc 9 moins 16, tu obtiens 7. On refait la même chose pour l'acide oléique, 9 moins 18, on obtient 9. Donc oméga 7 puis oméga 9. Et c'est comme ça après qu'on a les oméga 3 et les oméga 6, on va en parler juste après. Donc, les doubles liaisons, c'est toujours tous les 3 carbones. Elles sont jamais l'une à la suite de l'autre. Il y a toujours, en général, 3 carbones entre une et l'autre. Comme vous voyez ici, c'est de 9 à 12, puis de 12 à 15. Et là, c'est les deux familles les plus importantes. Donc, oméga 6, oméga 3. L'oméga 6 est représenté par l'acide linoléique et oméga 3 par l'acide linolénique. Il y a un N. Ce N, il change tout. Juste si je suis trop rapide ou que vous avez des questions, posez-les dans le chat. N'hésitez pas à me couper. Donc, représenté par l'acide linoléique et linolénique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les oméga 6, tous les acides gras qui appartiennent à la famille oméga 6, ils viennent de l'acide linoléique. Ça veut dire j'avais l'acide linoléique, il y a eu des enzymes qui sont venues, elles ont coupé, elles ont ajouté, elles ont fait je sais pas quoi. Tu as eu d'autres acides gras, des nouveaux acides gras, et tous ces acides gras, ils sont à la famille oméga 6. C'est la même chose pour oméga 3. Donc, oméga 6, ça, c'est les deux exemples à connaître. C18, 2, 9, 12. Donc, vous voyez, il y a toujours à chaque fois 3 carbones entre deux doubles liaisons, donc 9 et 12. Et si on fait 12 moins 18, donc toujours le plus grand, la dernière double liaison moins 18, on a bien oméga 6. Même chose ici, 14 moins 20, on a encore oméga 6. L'acide linoléique est un acide gras indispensable. Ça veut dire quoi indispensable? Votre corps ne peut pas le synthétiser. On est obligé de l'avoir par l'alimentation. Et à partir de celui-là, on peut synthétiser, votre corps il va synthétiser, entre autres, l'acide arachidonique. Et l'acide arachidonique qui a 20 carbones, il va servir, il est précurseur des eicosanoïdes et endocannabinoïdes. Eicosanoïdes, c'est par exemple prostaglandine, thromboxane. C'est en gros des molécules qui ont un rôle dans la défense immunitaire, la réponse immunitaire de votre corps. Endocannabinoïdes, c'est des molécules qui ressemblent. euh, Dans le cannabis, il y a le THC, c'est la molécule active qui fait tout ce que le cannabis fait. Bref. Et c'est des molécules que votre corps produit qui ont une structure proche de celle-là. Et donc, ça vient des oméga 6. Oméga 3, donc acide linolénique, également il est indispensable pour les mêmes raisons qu'avant, votre corps ne peut pas le synthétiser. Donc 9, 12, 15, si vous comparez avec avant, là c'est 9, 12, là juste on a ajouté un 15. Donc 3 liaisons plus tard, un 15. Et c'est le même nombre de carbone. Et du linolénique, on a le EPA, eicosapentaénoïque, EPA, précurseur des eicosanoïdes, on a vu avant. Par exemple, là, on nous a donné la prostaglandine de type 3. Avant, l'autre, il donne la prostaglandine de type 2. C'est pas écrit dans la diapo, c'est pas grave. Là, c'est la prostaglandine 3. Aussi, tu as l'acide cervonique, DHA. On vous a pas mis le nom eicosa. C'est un mot beaucoup trop grand, on vous l'a pas mis. Aussi, il y a sa formule à droite, il a 22 carbones. Et celui-là, récemment, on l'a considéré également comme indispensable, car 22 carbones, c'est une longue chaîne de carbone. Et il y a des gens, et surtout dans un jeune âge, n'ont pas les capacités enzymatiques de produire des grandes molécules. Donc, on le donne comme complément pour ces gens qui peuvent pas, surtout les jeunes, quand on n'a pas un bon système enzymatique. Donc, l'EPA, il donne des eicosanoïdes et de l'acide cervonique. Donc, d'où ils viennent et c'est quoi leur rôle? Oméga 6, système nerveux, équilibre cardiovasculaire, système immunitaire. Système immunitaire, on a parlé avec les eicosanoïdes, la thromboxane, j'ai oublié, prostaglandine. Et on le retrouve graisse animale, huile végétale et œufs de volaille.
Oméga 3, élasticité des membranes et des vaisseaux. Et développement cérébral et rétinien. C'est avec le DHA. DHA, c'est l'acide cervonique. Cervonique, cerveau, développement cérébral, ça va. C'est bien nommé. Et on le retrouve dans les huiles végétales et les poissons. Attention, en haut, c'est dans les graisses animales et les œufs. En bas, c'est chez les poissons. Oméga 3, c'est chez les poissons. Et dans tous les cas, on les retrouve dans les huiles végétales. OK. Maintenant, une autre classe. On a les glycérides. Les glycérides, c'est quoi? Si vous voyez la molécule en bas, donc c'est un noyau glycérol, c'est un alcool, il a un alcool là, un alcool là, sur lequel on a ajouté entre 1 et 3 acides gras. Donc le R, c'est pour le reste de la chaîne, ça continue plus loin. Donc les 3 carbones, c'est alpha, bêta, gamma. Non, alpha, bêta et alpha. Ici, il y a 2 alpha et 1 bêta. Et dépendamment de combien les liaisons entre les lipides et le glycérol, c'est des liaisons estères. Donc, dépendamment de combien ce glycérol est estérifié, on aura un mono, di ou triglycéride. S'il n'y a qu'un acide gras qui est attaché, que ce soit sur le alpha ou le bêta, ça va être un monoglycéride. S'il y a deux, c'est un di. Si les trois sont pris, c'est un triglycéride. Et ouais, donc trialcool. Les lipides complexes. Donc, c'est quoi? C'est un lipide qui est un peu plus complexe. Pourquoi il va être un peu plus complexe? Car on a ajouté ou bien du phosphore, ou bien du soufre. On peut mettre les trois en fait, on peut tout mettre. En général, c'est du phosphore, du soufre, azote et un sucre, ou bien un sucre. Ils ont un rôle important dans le cerveau et dans le foie. Donc, on commence avec les glycérophospholipides. C'est des lipides complexes. Donc, on a le noyau glycérol d'avant. Sur le alpha et sur le bêta, on a lié des acides gras. Sur le alpha d'en bas, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du phosphore. Donc, c'est le P avec 4 O autour. Acide phosphatidique. Et à ce phosphate, on va lier des sucres. Maintenant, on va voir, dépendamment du sucre et de ce qui est lié et du type de liaison, on va avoir plusieurs composés. Donc maintenant, on va les voir. En général, les sucres, c'est ou bien la choline ou bien l'inositol. Ils ont un rôle important dans les membranes cellulaires et le métabolisme glycoprotéique. Et oui, le phosphate est toujours en alpha. Il ne va jamais être au milieu. Il est toujours alpha. Une des deux extrémités. OK. Donc, ce joli tableau aussi, vous le retenez. C'est important. Donc, phosphatidylcholine. Donc, c'est la structure qu'on a ici, deux acides gras, un phosphate. Et puis, au phosphate, on a lié une choline. Et il a un rôle dans les membranes cellulaires. Quand cette lécithine, donc il y a deux acides gras et la phosphocholine en bas, on va venir enlever un des deux acides gras, que ce soit ou le alpha ou le bêta, on obtient une lysolécithine. Elle a été hydrolysée. Quand on hydrolyse une lécithine, donc on enlève un des acides gras, on obtient une lysolécithine. Également, elle a un rôle dans les membranes cellulaires. Le plasmalogène. Ok, le plasmalogène, c'est quoi? Lui, déjà, je vous ai dit, les acides gras, ils sont liés au glycérol par une liaison ester. Lui, ça ne va pas être une liaison ester, ça va être une liaison éther. En plus de ça, ok, j'ai mal switch, ok. En plus de ça, le sucre qui est nommé, c'est ni la choline, ni l'inositol. Donc, ce qui est lié au phosphate, ça va être l'étonalamine. Et ça fonctionne 10% des ppl du cerveau et du myocarde. Le phosphatidylinositide, lui, il est important. Lui, c'est une molécule que vous voyez, vous la voyez aussi en UO2. Il l'appelle PIP2 en UO2, PIP2. Et donc, c'est une fonction, c'est comme la phosphatidylcholine, mais à la place du choline, on a mis un inositol. Et son rôle, on va y revenir plus tard, c'est un second messager. Il va jouer sur la concentration de calcium intracellulaire. Quand on le coupe, ça va donner des molécules, et ces molécules vont jouer sur combien il y a de calcium dans la cellule. Et combien il y a de calcium dans la cellule, ça a beaucoup de rôle. À voir en UE2. Les sphingolipides,
Ça, c'est encore une nouvelle classe. Ils ne sont pas vraiment considérés comme des lipides, c'est pas des lipides. Mais le fait que, mais même si c'est pas des lipides, ils ont des caractéristiques communes. Et c'est pour ça on les voit dans ce cours. Donc, une sphingosine, c'est quoi? C'est la molécule que vous avez à droite. Elle a 18 carbones. Elle a une insaturation, donc une double liaison entre les carbones 4 et 5. Elle a une amine en position 2. Et elle a des fonctions alcool en position 1 et 3. La position 1, c'est une fonction alcool primaire. La position 3, c'est une fonction alcool secondaire. Vous savez comment on différencie alcool primaire et secondaire, oui? J'attends vos réponses dans le chat. Ou bien, si vous voulez, je vous explique. Alcool primaire. Oh, quelqu'un écrit. Ok, c'est bon. Ok. Donc, quand on lit, en gros, les lipides ici, quand c'est à cette molécule, on va lier des acides gras. Les acides gras, où ils vont se lier avec le NH2 qui est là, donc au niveau du deuxième carbone. Donc, ça va pas être une liaison ester, ça va pas être une liaison éther, ça va être une liaison amide, amide avec un D. Donc, si je vous mets liaison amine, c'est faux, c'est amide. Et dans votre corps, en général, on retrouve oui, donc quand un acide gras est lié, ça donne une céramide. Et dans votre corps, en général, on retrouve la sphingosine 1-phosphate, qui a une importance, surtout dans les cancers. En gros, la sphingosine 1-phosphate, elle permet l'angiogenèse. C'est quoi l'angiogenèse? C'est la création de vaisseaux. Une tumeur, son but, c'est qu'elle soit irriguée. Donc, elle va dire à votre corps, hey man, please, envoie-moi des vaisseaux sanguins, je veux être irrigué. Et ce message qu'elle va lui envoyer, ce hey man, envoie-moi, c'est la sphingosine 1-phosphate. Donc, c'est grâce à la sphingosine 1-phosphate que des tumeurs permettent que des vaisseaux, qu'il y a création de vaisseaux autour des tumeurs et que ça permet métastase et tout ce que vous voulez après, toutes les complications. Donc, c'est pour ça, il y a des thérapeutiques où on attaque. Maintenant, ce que je dis, on ne va pas faire d'examen dessus. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutiques qui attaquent les récepteurs à la sphingosine 1-phosphate pour empêcher l'angiogenèse pour les tumeurs. Donc, à partir des sphingolipides, qu'est-ce qu'on a? On l'a déjà dit, les céramides. Donc, c'est quand il y a une liaison amide, c'est un acide gras plus une sphingosine liée par une liaison amide. Elle a une fonction dans la mort cellulaire. La phosphosphingolipide, vous pouvez aussi l'appeler sphingomyéline, c'est une céramide, donc une sphingosine avec un acide gras qui est allié. Et en plus, en position 1, donc ici, on va avoir une phosphocholine. Donc le phosphate, comme avant. Le phosphate, donc le P avec les 4 O autour, et la choline, le sucre. Et ça a un rôle ça forme la gaine de myéline pour les cellules du tissu nerveux. Vous savez c'est quoi la myéline en principe? Les glycosphingolipides, donc glyco, donc il y a un sucre qui est lié. C'est une céramide, donc encore une fois, sphingosine plus acide gras saturé, auquel, encore une fois, en position 1, on va lier ou bien un sucre ou bien une chaîne de sucre. Si c'est un sucre, on va l'appeler un cérébroside. On vous a donné un exemple en bas. Si ce sucre c'est un galactose, c'est le galactosyl céramide. Et ça a un rôle dans le système nerveux. Si c'est une chaîne de sucre, c'est pas juste aléatoire, c'est une chaîne de sucre bien déterminée. C'est un ganglioside. Et les gangliosides, à quoi ils servent? Reconnaissance cellulaire. Un des exemples, c'est le groupe sanguin. Ce qui différencie quelqu'un du groupe A et du groupe B et du groupe O, c'est les gangliosides qu'il y a sur la membrane cellulaire. Ce qui différencie le A du B, c'est la chaîne de sucre. Donc c'est ça, c'est des glycosphingolipides qui sont sur les globules rouges. Et il y a les A, les B et tout. Vous les voyez dans le chapitre du glucose, c'est quoi la différence entre les chaînes de sucre, les sucres qu'il y a en plus ou en moins ou bien qui changent. Mais en gros, c'est ça, c'est les gangliosides et pas les cérébrosides, c'est les gangliosides qui permettent la détermination du groupe sanguin. Si j'ai mal expliqué, dites-moi si j'ai mal expliqué que je réexplique. Si quelqu'un a mal compris ou quoi. Ok. Donc les propriétés des lipides, c'est quoi?
insolubilité à l'eau. Là, c'est intuitif, c'est du gras. Ça va pas se dissoudre dans l'eau, mais ça se dissout dans les solvants organiques. Polarité, mono, di et triglycéride. Le monoglycéride est plus polaire que le diglycéride, qui est plus polaire que le triglycéride. Donc, plus polaire, donc techniquement, ça se dissout mieux dans l'eau, mais bref. Pour comprendre ça, on va revenir sur la molécule de triglycérides. Ouais, ok, parfait. En gros, ce qui donne la polarité, c'est la présence de la fonction alcool, donc le OH. Vous comprenez que si j'enlève le OH, à la place, je mets quelque chose, une chaîne d'acide gras qui n'est pas polaire, je vais perdre en polarité. Donc, si je remplace une fois, je perds pour un monoglycéride. Je remplace une deuxième fois, je perds encore de la polarité. Et s'il n'y a plus de OH, donc j'ai perdu quasiment toute ma polarité. Donc, c'est pour ça le triglycéride est moins polaire que par exemple, le monoglycéride ou le diglycéride. Oxydation, donc ça s'oxyde dans l'air naturel, ou bien dans l'organisme sous forme de radicaux libres, les radicaux libres qui sont pas très bien pour votre corps. Et ouais, ça s'oxyde. Pour les dégrader, hein, c'est des enzymes. Les enzymes qui interviennent, c'est les phospholipases. Il y a les A1, A2, C et D. Euh, elles agissent à des endroits différents, par exemple. On ne va pas trop détailler. Maintenant, je retourne encore au schéma du glycéride. Ouais, par exemple, A1, elle va couper au niveau d'un alpha. Elle va séparer ça, l'acide gras du glycérol au niveau d'un alpha. Le A2, ça va couper là. C et D, ça va couper à d'autres endroits. Nous, maintenant, on va s'intéresser à la phospholipase C. Je vous avais parlé de, ici, le phosphatidyle inositide, qui a une fonction dans la concentration de calcium et message cellulaire. Donc, la phospholipase C, elle va l'hydrolyser, donc le PIP2, en IP3 et en DAG. Et ces deux molécules, par des mécanismes que vous allez voir en UE2, vont augmenter la concentration, ils vont agir comme second messager, et augmenter la concentration de calcium dans la cellule. Et en plus de tout ça, les lipides, les triglycérides surtout, c'est les réserves énergétiques. C'est des réserves énergétiques pour votre corps. Et voilà, ça c'est la première partie qui est finie. Maintenant, il y a 3 QCM. Le premier, on va le faire ensemble. Et puis, il y a deux autres. Je vais attendre vos réponses pour les faire. Vous allez voir quand je vous ai dit, pourquoi je vous ai dit que c'est beaucoup de par cœur. Par exemple, l'acide palmitique possède 18 carbones. Vrai ou faux? J'attends vos réponses. Faux, faux, ok. Et ouais, palmitique, c'est hexadécanoïque, c'est 16. L'acide octadécanoïque est aussi appelé acide stéraïque. C'est juste du par cœur. Vrai ou faux? Yep, c'était vrai. Acide eicosanoïque possède 20 carbones. Vrai, ouais, c'est vrai. Eico, c'est 20. L'acide béhénique est aussi appelé acide docosanoïque. Donc oui. Et le dernier, j'arrive pas à le dire. Ok, le dernier, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à le voir. Deux secondes, c'est quoi le dernier? Le nom commun de l'acide, deux secondes. Ah, la diapo. De l'acide butanoïque et l'acide butyrique, vrai ou faux? Donc oui, c'est vrai. Donc ça, c'est la réponse. Ok, maintenant mettez vos réponses dans le chat et on va tout corriger en même temps. Je vous laisse une minute.
Ok, donc je vais corriger. Donc voilà. Chidonic C20, c'est faux. C'est pas un oméga 3. Vous pouviez calculer. Vous pouviez faire 14 moins 20, ça donne oméga 6. Et l'acide cervonique est le précurseur de l'EPA, c'est l'inverse. Donc ACE. Ceux qui ont dit ACE, vous avez raison. Ça, c'est un dernier. Donc, encore une fois, je vous donne une minute. Donc, AE jusqu'à maintenant. Si vous faites faux, c'est pas grave. N'est pas... On vient de voir le chapitre. Vous n'avez pas eu le temps de tout retenir. Ok. BDE, AE, ADE, BDE. Donc, AB. Ok, vous avez tout mis. Donc, c'était A. On va expliquer pourquoi. Donc, trois fonctions alcool. Oui, le glycérol seul, il possède trois fonctions alcool. Mais les glycérides, donc c'est quand des acides gras se lient, non, y a plus de fonction alcool. Mais comme on a parlé juste du glycérol, ouais, y a rien de faux. Les lécithines résultent de l'hydrolyse de la lysolécithine. Au contraire, on a une lécithine, on va l'hydrolyser, on va obtenir la lysolécithine. L'isoyalyse, c'est un indice. Le plasmalogène possède une liaison éther et un inositol. Faux, c'est un étau. C'était où ouais, ah oui, oui, c'est dans le sucre. C'est pas un inositol, c'est un étonalamine. Les triglycérides sont plus polaires que les monoglycérides, c'est l'inverse. Les monoglycérides, ils ont encore une fonction alcool. Et les triglycérides, ils ont plus de fonction alcool, donc ils sont beaucoup moins polaires. Et sont, et, deux secondes, il y a une faute dans les thèmes, je pense. Ouais, les céramides sont impliquées dans la détermination du groupe sanguin, donc non, c'est pas les céramides, c'est les gangliosides. Attention, céramide, c'est un sucre qui est lié, c'est dans les sphingolipides. C'est un sucre qui est lié, alors que les gangliosides, c'est plusieurs sucres qui sont liés, et c'est la chaîne de sucres qui va déterminer le groupe sanguin A, B, O. Dans la deuxième partie, on va voir stérol et stéroïdes, du coup, surtout la synthèse du cholestérol, les vitamines, les acides biliaires, après, il y a quoi d'autre? Les hormones stéroïdes, vitamine A, E, K. Voilà. Du coup, alors, première chose importante à savoir, voilà. Du coup, le cholestérol. Alors, le cholestérol, la base du cholestérol, c'est le noyau stérol. Un noyau stérol, je ne sais pas si vous m'en présentez. En fait, le noyau stérol, c'est les quatre cycles. Vous savez, genre, il y a un cycle à 6 carbone, un autre à 6 carbone, un autre à 6 carbone, un autre à 5 carbone, et en fait, qui sont liés. Il n'y a pas le schéma là sur ce. Vous voyez là la partie où il y a que, pardon, où c'est que sous forme, où c'est embriqué là, pas la ramification. Voilà, et bien ça, en fait, du coup, c'est le noyau stérol, noyau stéroïde, et du coup, il y a 17 carbones, d'accord Je vais vous chercher un schéma sur Internet, ça va être un petit peu...
Donc, en fait, le noyau stérol, c'est sans la ramification en C17, OK? Donc, vous avez le cycle A, le cycle B, le cycle C, le cycle D. Et donc, ça, c'est vraiment la base du noyau, c'est la base du cholestérol et ça s'appelle le noyau stérol. Ensuite, vous allez avoir un ajout de un ou plusieurs groupements ou radicaux alkyles. Donc, en fait, ça va être les deux groupements méthyl en position 10 et 13. Donc, vous avez le carbone 10 entre le cycle A et le cycle B, là, le carbone du haut. Et bien là, ça va être relié à un autre groupement méthyl, là, CH3. Et le carbone 13, le cycle C et le cycle D, qui va être relié à un groupe méthyl. Donc, ça, c'est le premier truc important à savoir. Et le deuxième, c'est la chaîne latérale de 8 carbones en position 17. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a 8 carbones. Du coup, les 8 carbones les 8 carbones ajoutés plus les deux groupements alkyles, ça fait 10, plus les 17. Le cholestérol, pardon. Le cholestérol, il faut que vous reteniez ce qui est Ce qui est très important pour le cholestérol, c'est que ça fait 27 carbones, d'accord? Et donc, vous retenez que dans ces 27 carbones, il y a le noyau stérol de 17 carbones avec les deux groupements alkyles et la chaîne latérale de 8 carbones. Mais du coup, le cholestérol, c'est marqué là, 27 carbones, 4 cycles, un noyau stérol. Voilà. Et en fait, la différence entre le cholestérol, qui est donc du coup chez les hommes, et l'ergostérol, qui est le stérol des plantes, en fait, les lipides des plantes, ça va être qui aura un méthyle de plus dans la chaîne latérale. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est le 1, 2, 3, 4. Ok, en fait, elle a bugué. Ok, elle arrive. Juste si on peut me repasser à animateur pour que je reprenne les diapos, si possible. Mais en gros, oui. Donc, cholestérol, vous avez 27 carbones. Donc, il y a les 4 cycles, le noyau stérol. Donc, forme estérifiée ou pas. Donc, on a vu juste avant, estérifié, c'est s'il y a un acide gras qui est lié ou pas. Du coup, là, à part ce que j'ai dit, il n'y a rien de plus C'est déjà très, très important, mais il n'y a rien de plus à retenir. Voilà. Ensuite, donc, pardon. Dans ce noyau stérol, du coup, des quatre cycles qu'on a vus, A, B, C, D, eh bien, en fait, la base de l'ergostérol, c'est la structure isoprénique. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la structure isoprénique? C'est une structure à 5 carbones et qui a deux doubles liaisons conjuguées. Donc, vous voyez en bas à droite. Non, en bas à droite, voilà. Et donc, du coup, ça, c'est la structure isoprénique et c'est un intermédiaire très, très, très important parce qu'elle est très, très répandue dans la nature. Voilà, elle permet la synthèse du noyau-stérol et elle va être, elle entre dans la synthèse des vitamines liposolubles qu'on va voir après là, les vitamines A, E, K. Voilà. Vous allez voir que quand on va voir les vitamines A, E, K, vous retenez que c'est une structure isoprénique, mais il va y avoir quelques particularités. Voilà, juste gardez ça dans un coin de votre tête quand on y reviendra tout à l'heure. Rien de plus à retenir. Donc sur la structure isoprénique. Par contre, du coup, le cholestérol. Dans le cholestérol, vous rajoutez en position 5 et 6 une double liaison. Vous voyez là, sur votre cycle B en bas, il y a une double liaison sur le carbone, donc 5 et 6. Donc ça, c'est la double liaison du cholestérol. Et vous avez une fonction alcool secondaire sur le carbone C3 du cycle 1, tout en bas là, tout en bas à gauche, le OH, donc du coup la fonction alcool secondaire sur le C3. Cette fonction hydroxyle qui peut être estérifiée par un acide gras du style oléique, stéarique, palmitique que vous avez vu tout à l'heure, qui va donner un stéride. Parce qu'en fait, quand c'est pas estérifié, c'est un alcool. On appelle ça le cholestérol libre, c'est un alcool. Et quand c'est estérifié, ça devient un acide gras. Un lipide. Mais si c'est pas estérifié, c'est pas un lipide, c'est un alcool. Ok. Donc faites un peu, retenez ça, c'est important et c'est pas compliqué quoi. Voilà. Du coup, on va passer à la synthèse du cholestérol. Donc, vous retenez que il y a 4 étapes. Hein. Il y a 4 étapes à la synthèse du cholestérol. Tout se fait dans le cytosol. On va le voir après. Tout se fait dans le cytosol. Vous vous rappelez la glycolyse? Il y avait, pas la glycolyse,
pardon, c'était un cytosol, mais la néoglucogénèse c'était cytosol, RE et mitochondrie. Là, du coup, la synthèse du cholestérol, c'est que dans le cytosol. Du coup, en fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le cholestérol, son origine, elle est endogène, d'accord? Parce que le cholestérol apporté par l'alimentation, ça va être très, très peu important. Du coup, en fait, chaque fois que vous voyez des trucs en mode les régimes à base, enfin, pour faire partir le cholestérol et tout, ça a plus d'efficacité parce que justement, le cholestérol, il est synthétisé à l'intérieur même de notre corps, il est endogène. Voilà. Il est synthétisé surtout dans la cellule hépatique, donc dans le foie. Voilà, en majorité dans le foie. Oui, ils disent synthétisé pardon, par toutes les cellules, mais c'est surtout dans le foie. Vous retenez les trois intermédiaires importants, l'acéto-acétyl-CoA, le mévalonate ou l'acide mévalonique, ça dépend, et le isoprénil pyrophosphate, isoprène. Ouais, bon, c'est une structure isoprénique. Et après, il y a le squalène, d'accord? Moi, j'aurais pas mis, j'aurais mis le premier produit intermédiaire important, c'est l'acéto-acétyl-CoA, mais on va voir aussi des petites particularités, pardon. Donc, du coup, la première étape, l'enzyme, c'est la thiolase. C'est une enzyme, comment dire? Et c'est la seule enzyme qui va catalyser une réaction réversible, d'accord? Vous prenez 2 molécules d'acétyl-CoA. Vous avez le schéma sur votre poly. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, le poly. Bah, c'est important de le prendre. Donc, vous avez condensation de 2 molécules d'acétyl-CoA en acéto-acétyl-CoA, catalysée par la thiolase, et c'est une réaction réversible. Cette enzyme, elle a une constante d'équilibre KE, K équilibre à 1. Donc voilà. Et en fait, du coup, la particularité de cette réaction, c'est qu'en fait, mais ça engage pas la synthèse du cholestérol. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette réaction se fait qu'obligatoirement vous allez avoir synthèse du cholestérol après. Il peut y avoir cette première étape et ne pas avoir du cholestérol derrière. Bon, par contre, cette première étape, elle est essentielle pour la synthèse du cholestérol, mais s'il n'y a pas cette première étape, le cholestérol ne peut pas se faire. Mais s'il y a cette première étape, c'est pas obligatoire que le cholestérol se crée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Ou je réexplique Normalement, c'est bon. Ok, parfait. Voilà, c'est tout. Donc ensuite, on passe à la deuxième étape. On va avoir cet acéto-acétyl-CoA. Il va se condenser avec une nouvelle molécule d'acétyl-CoA en du coup HMG-CoA. En HMG-CoA, l'HMG-CoA, c'est l'hydroxyméthylglutaryl-CoA. Bon, pas besoin de retenir le gros nom, vous retenez HMG-CoA. Et catalysé par l'HMG-CoA synthase. Voilà, cette réaction est irréversible parce qu'il y a libération d'une molécule de coenzyme A. Donc, vous avez le schéma, vous partez de l'acétoacétyl, vous rajoutez l'acétyl-CoA, hop, catalysé par l'HMG-CoA synthétase, et vous arrivez à l'HMG-CoA tout court. Il y a une molécule de CoA qui part, et c'est pour ça qu'elle est irréversible, pardon. Voilà. Ensuite, on passe à la troisième étape qui est l'étape la plus importante, d'accord? Vous partez du coup de l'HMG-CoA, et vous avez vu tout à l'heure, donc voilà, et là, on va le réduire. On va le réduire pour le transformer en mévalonate. Pourquoi cette réaction elle est importante? Parce qu'elle est catalysée par l'HMG-CoA réductase. Et cette enzyme, elle est très, très, très importante parce qu'elle va être rétro-inhibée. Donc, en fait, comme normalement, dans toutes nos cellules, si elles fonctionnent bien, si on n'a pas de problème de cholestérol, il va y avoir rétro-inhibition. C'est-à-dire que si vous produisez du cholestérol, ce cholestérol, il va venir agir sur l'HMG-CoA réductase, bloquer cette réaction. Donc, on ne va pas produire de mévalonate et ensuite de cholestérol. Mais dans les cellules défaillantes, justement, le cholestérol qui est en trop, il ne va pas pouvoir rétro-inhiber l'HMG-CoA réductase. Et donc, du coup, il va y avoir problème. Donc, on va utiliser les statines, du coup, pour traiter l'hypercholestérolie, c'est ça? Ouais, voilà. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Voilà, donc en fait, retenez que l'HMG-CoA réductase, c'est l'enzyme clé de la synthèse du cholestérol. Voilà, c'est l'enzyme clé parce que justement, c'est là que les rétrocontrôles vont se faire. Il y a 2 molécules de NADPH réduit. Donc ça, on l'a vu, vous vous rappelez les molécules de NADH et NAD. Ben là, justement, NADPH. Bon, c'est pas tant différent que ça, juste retenez que c'est NADPH.
Voilà, c'est tout. Donc, les statines, alors ce qui est important aussi à retenir avec les statines, c'est qu'il y a il y a des polémiques. Donc, il y a certains chercheurs qui disent que c'est pas utile en fait. Et donc ça, retenez en fait, parce qu'avec ce prof, ça va être important. Il va souvent vous parler des AMM, AMU, RTU, tout ça, parce qu'il va faire des liens avec le chapitre 6. Voilà, donc là, ça fait polémique parce que certains chercheurs disent que c'est inutile, d'autres que c'est utile en prévention primaire, d'autres que c'est pas utile. Enfin voilà. Donc il peut y avoir des controverses. Donc voilà, jusque-là, c'est bon. Vous arrivez à une structure, le mévalonate, de 6 carbones. OK? Et vous vous souvenez que le cholestérol, ça en fait 27. Il y a 27 carbones. Du coup, comment on va faire pour passer du mévalonate au cholestérol? Il va y avoir 4 étapes encore. Donc, vous avez une décarboxylation, premièrement, du mévalonate en unité isoprénique, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, l'isopréno. Donc, ça ne retenait pas le nom, je retenais juste que c'est une unité isoprénique, donc à 5 carbones. Ensuite, ces 5 carbones, ils vont être assemblés donc 6 unités isopréniques assemblées, ça va faire 6 fois 5, 30, pour donner le squalène. Donc le squalène, c'est une structure de 30 carbones. Donc voilà, 5 fois 6, 6 unités isopréniques de 5 carbones, ça fait 30. 30 carbones, c'est le squalène. Et ce squalène, il va subir du coup une cyclisation et une méthylation, ce qui va donner le cholestérol à 27 carbones. Voilà. Donc vous retenez décarboxylation, assemblage des unités isopréniques, cyclisation et méthylation. D'accord? Surtout cyclisation et méthylation, c'est important. Et donc, ça va donner le cholestérol. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde, la biosynthèse du cholestérol? C'est bon, là, le cycle du coup de la biosynthèse du cholestérol il est terminé. Vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que la glycolyse. Hein. Voilà, j'espère que ça va pour tout le monde. Je peux passer à la suite. Nickel. Voilà, là, il y a le petit schéma résumé. Donc, vous voyez la thiolase, la HMG-CoA sanitase, la HMG-CoA réductase avec les statines qui interviennent à ce niveau. Le mévalonate, l'isoprényl pyrophosphate, bon ça c'est la structure isoprénique, assemblée donc 6 fois pour donner du squalène et le cholestérol, d'accord? Ensuite, ce cholestérol, ça va être le précurseur des hormones stéroïdes, des acides et des sels biliaires et de la vitamine D, d'accord? Retenez bien surtout que le cholestérol n'est pas du tout le précurseur des vitamines A, E, K, ok? Que des vitamines D. Voilà. Ensuite, hop, les hormones stéroïdes. Du coup, les hormones stéroïdes, c'est progestérone, œstrogène, androgène, aldostérone, cortisol. Vous vous rappelez là le schéma du chapitre 6, non 5 en BioC, où ça rentre dans la cellule, il y a NADPH, vous savez le schéma numéro, je ne sais plus combien là vers la fin. Si vous l'avez en tête, c'est un peu ce schéma-là. Du coup, en fait, les hormones stéroïdes, elles vont être synthétisées dans deux organes, les gonades et les corticosurrénales. Vous partez du cholestérol à 27 carbone. Il va être transformé par décarboxylation et isomérisation en prégnénolone. Et ensuite, en prégnénolone, ça va être en DHEA et ensuite en ce qu'on va voir. Donc, je reprends du début. Vous avez le cholestérol. Là, vous voyez, il y a une réaction de deux cytochromes enzymes. Donc, ça va être la cytochrome P450-SEC et la cytochrome P450-C17. Elles sont communes, du coup, aux glandes surrénales et aux gonades, d'accord? L'aldostérone et les oestrogènes et androgènes, par exemple, elles vont arriver à ce stade-là par le même mécanisme. Ça va être les deux mêmes enzymes qui vont les changer et après, elles vont subir des changements qui vont les différencier dans les gonades et dans les glandes surrénales, dans les gonades et les corticosurrénales. Voilà. Du coup, vous partez du cholestérol. Vous avez sous l'action de la cytochrome P450-SCC, vous avez donc coupure de la perte de 6 carbone et donc transformation en prégnénolone à 21 carbone. Ok, donc vous partez du cholestérol à 27 carbone, vous arrivez à une structure à 21 carbone. 21 carbone, c'est du coup la prégnénolone. Du coup, c'est le premier intermédiaire dans la synthèse des hormones stéroïdes au niveau des gonades, hein, au niveau des deux organes. Et du coup, vous avez un autre cytochrome, donc une autre enzyme, le cytochrome P450-C17, qui va partir de la prégnénolone à 21 carbone, et qui va donner la DHEA. Bon, c'est un nom compliqué, vous retenez juste DHEA. Et c'est le premier stéroïde à 19 carbone. Du coup, ce stéroïde à 19 carbone, il a une action d'androgène faible.
comparé à la progestérone, œstrogène et androgène, qui sont des androgènes forts, là, la DHEA, c'est un androgène faible qui va ensuite se transformer donc, en androgène plus fort. OK, voilà, c'est la commune. Et du coup, ben, dans l'exemple, vous retenez que c'est l'aldostérone et la cortisol à 21 carbone tous les deux. Donc, en fait, dans les glandes surrénales, vous retenez que c'est ces hormones stéroïdes à 21 carbone. Et dans les gonades, il y a 21 carbone la progestérone et celle à 18 les oestrogènes et les androgènes à 19 carbone. Androgène, c'est la testostérone. Hein. Voilà. Jusque-là, ça va? J'espère que ça va jusque-là. Normalement, c'est bon. Hop, souvent, le temps que l'ambulance passe. Hop, là, dans le diapo, il n'y avait pas les acides biliaires primaires, tout ça, mais je pense que c'est important d'en parler. Donc, du coup, hop, vous voyez ce schéma? Alors, normalement, c'est bon. Vous voyez. Du coup, le deuxième, le cholestérol, c'est important aussi pour la synthèse des acides et des sels primaires. En fait, c'est une forme du catabolisme du cholestérol qui se déroule uniquement au niveau du foie. D'accord? Généralement, ce chapitre-là, c'est au niveau du foie. Et là, vous retenez que c'est vraiment uniquement au niveau du foie. Il n'y a pas d'autres organes mis en jeu. D'accord? Parce que la vitamine D, ça va être créée et au niveau transformée et au niveau du rein et au niveau du foie. Là, les acides et sels biliaires, c'est uniquement au niveau du foie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous partez du cholestérol. Vous allez réduire la double liaison 5,6 là. Vous voyez, qui était dans le cycle B, la double liaison 5,6, elle va être réduite, donc il n'y en aura plus. Et il va y avoir 3 carbones de la chaîne latérale qui vont être coupés. Donc au lieu d'avoir 27 carbones, vous allez en avoir 24. Donc la chaîne latérale, au lieu d'en avoir 8 carbones, elle va en avoir plus que 5. D'accord? Donc ça, c'est de base. Et ensuite, vous allez avoir une hydroxylation, donc un OH en plus en position 7. Et un autre, en position 12. Donc, du coup, s'il y a uniquement, attendez, je repars sur le schéma. S'il y a uniquement hydroxylation en position 7, c'est l'acide quinodésolique. Et s'il y a hydroxylation et sur le carbone 7 et sur le carbone 12, vous avez l'acide cholique. D'accord? Donc, ces deux-là, ce sont des acides biliaires primaires. Vous retenez ça. Vous partez du cholestérol, hop, changement, réduction, hop, coupure des 3 carbones de la chaîne latérale, plus hydroxylation en position 7 ou en position 7 et en position 12. Et vous avez l'acide kénodésoxycholique et l'acide cholique. Ce sont des acides biliaires primaires. C'est des seuls. Jusque-là, ça va? C'est des noms compliqués que vous apprenez. Vous faites une petite fiche. Voilà, vous mettez acide biliaire primaire. Ensuite, ces acides biliaires primaires, ils vont être conjugués dans la bile, tout ça, par la glycine et la taurine, ces deux acides aminés, pas les 20 qu'on va voir là, mais c'est la glycine, on la voit? Je ne m'en rappelle même plus. Du coup, par deux acides aminés. Du coup, ça va donner l'acide glycocholique, l'acide taurocholique et l'acide glycokénodésoxycholique et l'acide taurokénodésoxycholique. Voilà, vous rajoutez juste taurine devant en fait. Donc ensuite, ces 4 acides biliaires primaires, ils sont déversés dans la bile et ils vont être salifiés par des sels de sodium et de calcium. Donc en fait, ces acides biliaires, ça va devenir des sels biliaires et qui vont avoir un rôle essentiel dans la digestion des lipides. Bon, ça, c'est pas très important, c'est juste pour vous expliquer le pourquoi du comment. Ensuite, du coup, ça passe de l'intestin dans l'intestin à l'intestin grêle. Au niveau intestinal, vous arrivez dans l'intestin grêle, les acides biliaires, les sels biliaires, ils subissent une déconjugaison, donc on va se débarrasser des acides aminés et on va se retrouver donc avec toujours les acides biliaires primaires. Et en fait, en parlant de ces deux acides biliaires primaires, vous allez enlever du coup je dis n'importe quoi, la fonction alcool en C. Et justement, vous allez soit vous retrouver avec une liaison OH en C12, du coup, c'est ça, en C12, et une autre où il y aura juste, c'est l'acide désoxycholique et l'acide lithocholique. Ils vont pas, normalement, il ne posera pas de questions sur la position du OH, sur quel carbone c'est, mais par contre, il faut dire l'acide cholique et l'acide lithocholique sont des acides biliaires primaires. Et là, dans ce cas, c'est faux. Vous retenez bien du coup l'acide kénodésoxycholique, acide biliaire primaire, acide cholique, acide biliaire primaire, acide désoxycholique et acide lithocholique, acide biliaire secondaire. Voilà. Donc ça, c'est un schéma que j'ai pris sur Internet. Hein, c'est la deuxième photo. Si ça vous intéresse, mais sinon, je trouve que c'est quand même mieux expliqué dans le poly. Voilà.
c'est bon? Est-ce que jusque-là, ça va? Je retourne sur le diapo. N'hésitez pas à me dire si ça va pas, je reprends les parties. Voilà. Du coup, la vitamine D, on passe à la vitamine D, d'accord. Donc le cholestérol, c'est le précurseur de la vitamine D. Vous avez à retenir juste que la vitamine D2 calciférol, c'est plutôt la vitamine D des végétaux. Voilà, c'est tout ça. Et ensuite, vous avez la vitamine D3 d'origine animale, c'est pour nous, c'est le cholécalciférol. Voilà. Du coup, faites bien la différence entre D2 ergocalciférol pour les plantes, D3 cholécalciférol pour les animaux, enfin surtout pour nous en fait. Du coup, vous avez deux origines alimentation, donc quand vous mangez, voilà, vous ingérez de la vitamine D, soit le soleil, voilà, quand on dit on sort dehors, on va prendre de la vitamine D, c'est de là. Parce que vous prenez au niveau de la peau, si vous voulez un moyen technique, ils ont fait des recherches, pas récemment, mais voilà, depuis quelques années, c'est connu que c'est mieux d'ingérer de la vitamine D plutôt que de la soleil, donc vieillissement de la peau, cancer de la peau, etc. Ils ont la même activité biologique et ils ont besoin d'être activés in vivo, donc dans le corps. Voilà, c'est tout. Et la vitamine D, hop, pardon. Donc, il va y avoir deux réactions, au niveau du rein et au niveau du foie. Donc là, il y a deux organes mis en jeu. Au niveau du rein, il va y avoir une hydroxylation en C1 et au niveau du foie, il va y avoir une hydroxylation en C25. Donc en plus, vous vous rappelez, il y aura donc 3 OH parce qu'il y a l'OH normal en C3 et les deux OH donc en C1 pour le rein et en C25 pour le foie. Le facteur limitant pour l'activation de la vitamine D, c'est au niveau rénal. Du coup, c'est pour ça que si vous avez un problème de rein, la vitamine D, elle ne pourra pas être activée. La vitamine D, elle est très, très, très utile, enfin essentielle même pour le métabolisme phosphocalcique, pour l'absorption intestinale du calcium et sa fixation au niveau osseux. Alors, prenez une petite note. Il peut y avoir des carences en vitamine D, mais c'est très, très, très rare qu'il y ait des hypervitamines D. Donc, c'est-à-dire qu'il va très rarement y avoir de vitamine D. Par contre, il peut y avoir beaucoup de carences en vitamine D. Est-ce que vous vous rappelez, en UE11, l'année dernière, quand on a fait le chapitre sur les femmes enceintes, il y avait marqué, en gros, que les femmes enceintes dans les populations, dans le Nord, elles prenaient des cachets, des genres de cachets pour avoir en plus de la vitamine D parce qu'elles en manquaient comparé aux femmes du Sud qui, elles, n'en manquaient pas, quoi. Donc, vous retenez que du coup, une carence en vitamine D, c'est possible, c'est même très fréquent. Et du coup, attends, je sais pas s'ils l'ont marqué sur le. Voilà. L'hypovitaminose D, ça va entraîner la fragilisation des os, pardon, le rachitisme chez les enfants et l'ostéoporose chez les sujets âgés. Chez les sujets âgés. Parce que du coup, la vitamine D, c'est très important pour le métabolisme phosphocalcique. Et le métabolisme phosphocalcique, c'est très important, c'est au niveau des os, quoi. C'est par rapport au. Est-ce que vous vous souvenez, chapitre 7, Biofait, et même tissu musculaire, il y a souvent Ca++, donc Ca++, donc le calcium, c'est métabolisme phosphocalcique. Faites beaucoup de liens, même si des fois c'est des liens qu'il ne faut pas faire, faites des liens, dites-vous, ah oui, oui, ça je l'ai vu en 2, ça je l'ai vu même au secondaire. Voilà. Du coup, hypervitaminose D rare, hypovitaminose D fréquent et dangereux, quoi. Voilà. Et la vitamine D, elle joue un rôle dans l'équilibre cardiovasculaire et elle est intéressante en tant qu'anticancéreux. Donc, vous voyez, c'est un peu c'est compliqué parce que et ça peut donner le cancer, trop du coup de soleil, ça sert à rien parce que ça va donner le cancer, mais il en faut quand même un peu de soleil pour agir en tant qu'anticancéreux. Voilà, c'est tout. Du coup, l'hypervitamine D, vous voulez le savoir, c'est rare, mais ça donne et ça va donner des troubles rénaux. Voilà, c'est tout. Et là, on va passer du coup aux vitamines liposolubles. Du coup, en fait, je vous explique les vitamines liposolubles. En fait, ça montre que les lipides, c'est très important dans l'alimentation parce que si vous ne mangez pas de lipides, les vitamines A, E, K, elles ne peuvent pas être absorbées parce que les vitamines liposolubles, c'est liposoluble comme les lipides et du coup, ça va être absorbé en même temps.
Du coup, ce ne sont pas des retenez, hein, ce ne sont pas des dérivés du cholestérol, mais par contre, ils ont la même structure en fait. Ça va être des structures isopréniques. En gros, écoutez ce que je vais dire, hein, c'est des structures isopréniques, mais ils n'ont pas de noyau stéroïde. Voilà. Donc, si on vous pose la question, les vitamines liposolubles A, E, K ont un noyau stéroïde, c'est faux. Voilà, vous mettez faux. Par contre, ce sont des structures isopréniques, c'est vrai. Voilà. Ils ont mis non, ils ont pas mis le petit schéma. Donc, vous retenez qu'elles vont être absorbées au niveau de l'intestin en même temps que les lipides. Elles ont des similitudes de structure. Voilà, elles vont être absorbées dans l'organisme avec les lipides qui sont dessus. Hop, on passe à la vitamine A. Du coup, la forme active, ça s'appelle le rétinol. Est-ce que vous avez de quoi noter? Notez que c'est un diterpène partiellement cyclisé. Voilà, enfin, il y a les formules sur le poly, page 135. Du coup, si vous voyez la vitamine A, c'est donc, hop, je reprends, un diterpène partiellement cyclisé. Diterpène, ça veut dire qu'il y a deux terpènes, donc du carbone, quoi. Elle a une fonction alcool primaire. Sous forme active, c'est le rétinol, et sous forme inactive, de provitamine A ou bêta-carotène. Voilà. Il y a une forme active, donc le rétinol. Généralement, c'est le rétinol qui est le plus important. Ah, pardon. Du coup, je vais l'expliquer. Donc, rétinol. Hop, rétinol, c'est la forme active. On retient ça, que le rétinol, c'est la forme active. Et le rétinal, en fait, c'est la vitamine A avec une fonction aldéhyde. En fait, rétinol, tu retiens que c'est une fonction alcool. Et rétinal, c'est une fonction aldéhyde. Ol, rétinol, alcool. Et rétinal, aldéhyde, aldéhyde. C'est bon, ça va, Anissa? Nickel. Du coup, forme active rétinol, forme inactive provitamine A. Voilà. On retrouve le rétinol dans les tissus riches en graisse. Bon. Tout à l'heure, on a vu que du coup, hop, c'est bon, c'est bien. On a vu que du coup, il y avait rarement des hypervitaminose D et beaucoup d'hypovitaminose D. Et là, en fait, dans la vitamine A, il y a et des hypervitaminoses et des hypovitaminoses. OK? Ah oui, du coup, ouais, je vais en parler maintenant. Du coup, la vitamine A, c'est un antioxydant qui agit sur les radicaux libres oxygénés, les ROS, là. Ça intervient dans la réparation cellulaire. Donc, si vous avez un déficit en vitamine A et que vos cellules, elles ont beaucoup de mutations et qu'il n'y a pas de vitamine A pour les réparer, c'est un peu problématique, quoi. Donc, c'est pour ça que, il faut que tout marche, quoi. La vitamine A, elle est impliquée dans la vision crépusculaire. Et donc là, du coup, justement, Anissa, elle va agir sous forme de rétinal, donc avec la fonction aldéhyde. Est-ce que vous vous souvenez du schéma de Biocé, là, le chapitre 11, en plus, vous l'avez vu, là, le chapitre 11, où lorsque le photon arrive, le canal se ferme. Avec les GTP, c'est le seul canal qui va se fermer. Normalement, j'espère que vous vous en rappelez. Et bien, c'est ça, en fait. Du coup, voilà. Ensuite, l'oxydation finale, ça va conduire à la formation d'un acide carboxylique, l'acide rétinoïque, qui intervient dans la division cellulaire, la prolifération cellulaire et dans l'expression de nombreux gènes. Voilà. Donc, en fait, l'acide rétinoïque, il ne va pas partir du rétinol, mais il va partir du rétinal. Jusque-là, ça va pour tout le monde? Voilà. Du coup, l'hypervitaminose A, ça entraîne des troubles de la peau, du foie, augmentation de la pression intercrânienne ou intracrânienne, et c'est très tératogène chez l'embryon. Pour Roaccutane, on l'a vu en myosine, Roaccutane, ils font prendre la pilule, une personne qui est sous Roaccutane, une femme, elle est obligée de prendre la pilule parce que si elle est enceinte, ça va être très, très, très tératogène pour son fœtus et voilà, c'est pas viable. Hop, petite connexion avec les chapitres du 6, c'est le 6, hein, voilà. Hop, donc, et hypovitaminose A, c'est trouble de la vision. Voilà, je vous avais dire ça. Et donc, la vitamine A, elle va être aussi utilisée dans les crèmes dans les crèmes pour le traitement de l'acné comprimé. Donc voilà, vous retenez vitamine A, Roaccutane. Voilà. Ensuite, vitamine E. Ils ont mis alpha-tocopherol. Bon,
Ouais, retenez vitamine E. Et là, la vitamine E, si vous avez de quoi noter, c'est un 6, CIS, chromanol partiellement substitué. Donc 6 de 6 et trans. 6 chromanol partiellement substitué avec une chaîne latérale en 3 unités d'isoprène. Est-ce que ça va? Normalement, c'est noté sur vos cours, si vous avez Magibox, Tatabox. Voilà. Bon, ça, ça m'étonnerait qu'il y ait des questions sur ça, en vrai de vrai. Oui, je vais répéter. Donc, 6 CIS, comme 6 et trans, mais donc 6 chromanol, partiellement substitué, parce que en fait, il y a des substitutions dans la structure, avec une chaîne latérale isoprénique contenant 3 unités d'isoprène. Donc, vous avez vu tout à l'heure, la vitamine A, c'était un diterpène, et un terpène, c'est 2 isoprènes. Ah oui, ben voilà, Elmire vous l'a marqué. Parce qu'en fait, un isoprène, enfin 2 isoprènes, c'est égal à un terpène. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit chaîne latérale isoprénique avec 3 unités d'isoprène. Et tout à l'heure, on a dit diterpène. Diterpène, c'est donc 4 isoprènes. Est-ce que ça va? Je vous l'écris. Ouais, c'est un peu. Je sais pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi si ça va. Je répéterai à la fin, au pire, si vous voulez. Donc, la vitamine E, elle est apportée par l'alimentation, dans les produits végétaux, dans les huiles de tournesol, tout ça, dans les fruits secs. Voilà. Oui, retenez ça. Hein. Bon, moi, je trouve pas ça très important, mais retenez, hein, parce que tout est important en passé. Donc, la vitamine E, elle va avoir un rôle très, 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 très important dans la peroxydation lipidique. Donc là, c'est connexion avec le chapitre 6 sur le peroxydome, peroxydation lipidique. Voilà, c'est. Vous vous rappelez là les schémas du chapitre 6? Bon, je pense que vous en rappelez pas parce qu'on ne travaille pas trop, le chapitre 6, mais il est important du coup pour l'UE1. Donc, la vitamine E, c'est un rôle antioxydant exactement comme la vitamine A. Elle va lutter contre les radicaux libres oxygénés. Elle peut retransformer le peroxyde lipidique en lipide. Donc ça, vous allez le voir dans la dernière partie des lipides, ok? Voilà, un rôle dans les maladies cardiovasculaires. Dans l'industrie agroalimentaire, ça c'est une particularité de la vitamine E. Voilà, sous forme d'adjuvant. On l'utilise très aussi. Voilà. Et donc, l'hyper et l'hypovitaminose E sont très très rares. Donc, voilà, il y en a il y en a pas, il y en a peu. Et s'il y en a, c'est pas viable, on va dire. Hop, dernière vitamine. Et après, si vous voulez, après, vous pourrez poser vos questions ou on attaquera un peu la dernière partie. Enfin, il y a pas on n'a pas fait de schéma sur la dernière partie, mais on peut vous expliquer 2-3 trucs. Donc, la vitamine K, c'est un dérivé du cumarol. Bon, on va réagir là-dessus. Donc, c'est une chaîne latérale diterpénique comme la vitamine E. Donc, diterpénique, 4 unités isopréniques. On la retrouve dans les germes de blé, dans les légumes verts, dans l'alimentation bio, végétalienne, dans la flore intestinale. Voilà. Donc, ce n'est pas une vitamine qui est essentielle parce qu'elle va être synthétisée in vivo par les bactéries de notre flore intestinale en quantité suffisante, justement. Chez les bébés, chez les nouveau-nés, justement, il faut dire les termes. Chez le nouveau-né, dans les premières heures de vie, il va être en déficit de vitamine K et en apporter. Voilà, pour qu'il en ait. Donc, la vitamine K, c'est un facteur de coagulation sanguine. Donc, en fait, dans l'hémophilie, donc là où justement le sang ne se coagule pas assez, il va falloir apporter des vitamines K pour que le sang se coagule, qu'il ne soit pas trop liquide. Et du coup, lorsqu'on va avoir des AVC, tout ça, des maladies coronariennes, donc des maladies des artères, lorsque les artères vont être bouchées à cause de la coagulation sanguine, ingérer ou injecter des médicaments qui sont des antivitamines K, donc des anticoagulants, pour justement permettre de décoaguler le sang. Sauf que les problèmes dans ces antivitamines K, c'est que c'est des médicaments à la marge étroite. Donc ça veut dire que la marge est tellement étroite que vous pouvez passer du coup d'un sang qui est trop coagulé, donc où il y a trop de vitamine K, et hop, de l'antivitamine K, au lieu de revenir à un sang normal, vous allez passer en situation d'hémophilie, donc un sang trop liquide et qui ne sera pas assez coagulé. Donc c'est pour ça que c'est des médicaments qui sont assez compliqués
à doser parce que justement, on va trop vite passer dans une situation ou l'autre qui va être délétère dans les 2 cas. Est-ce que jusque-là ça va? Normalement, ça va. L'hypervitaminose elle est exceptionnelle, elle est donc très rare comme, la E et l'hypovitaminose K, elle est rare aussi sauf chez le nouveau-né. Voilà. Du coup, comme ces antivitamines K, il y a eu de gros problèmes, à cause de la marge étroite. Il y a des nouveaux anticoagulants qui s'appellent les nouveaux anticoagulants oraux, NACO, NaCO et qui évitent les accidents hémorragiques. Voilà, donc il va moins y avoir d'hémorragie avec ces nouveaux anticoagulants, mais pas risqué, quoi. Voilà, donc on va passer au QCM parce que là, après, c'est terminé. Du coup, on fait comme tout à l'heure, vous répondez dans le chat, quoi. Donc, question A, le cholestérol comporte 27 carbone. Bah, je vous laisse répondre. Je vous laisse 2 minutes, je vous laisse répondre, vous mettez vos réponses et après on corrige ensemble. Hop, est-ce que tout le monde, c'est bon, tout le monde a eu le temps de lire, tout le monde a eu le temps de réfléchir un peu? Hop. Réponse A, E. Donc, je pense que tout le monde a eu, ouais, ceux qui ont répondu, vous avez eu raison. Donc voilà, le cholestérol, le de carbone, il existe sous 2 formes, estérifié et amidé. Voilà. Il existe sous 2 formes, estérifié et amidé non estérifié. Ok. On retrouve le cholestérol dans les plantes, c'est l'ergostérol, et l'origine du cholestérol est majoritairement endogène, et la cellule responsable est l'hépatocyte. C'est bon? Est-ce que tout va bien jusque-là? Nickel. Hop, deuxième QCM. Vous avez tout, c'est très bien. Hop, je vais corriger. C'est bon? Je laisse encore 5 secondes. Hop. Donc les réponses étaient A, B, C, E. Non, attendez, hop, mais il y a une faute. Bon, B, E, du coup. C'est assez, ils sont trompés, il n'y a pas de souci. Du coup, les 4 étapes principales, étape 1 avec la thiolase, étape 2 avec l'HMG-CoA synthase, la deuxième HMG-CoA réductase, et ensuite après, vous passez toutes vos petites réactions dans la 4e grosse réaction. C'est bon jusque là, normalement, je pense que c'est bon pour vous, tout le monde a dit la A. La B, la biosynthèse du cholestérol nécessite de l'acétyl-CoA. Oui. Voilà, en fait, c'est fort. Là, vous voyez la question, ils vous ont dit, je retourne sur la diapo précédente, la biosynthèse du cholestérol nécessite de l'acétyl-CoA. Donc oui, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de cholestérol. Par contre, s'ils avaient posé la question à CoA, la première réaction avec l'acétyl-CoA va obligatoirement déboucher sur la biosynthèse du cholestérol, ça aurait été faux. Parce que justement, la première réaction est en fonction du gradient de concentration, c'est pas obligatoirement le cholestérol. Mais par contre,
si on prend dans l'autre sens, le cholestérol, il a obligatoirement besoin d'acétyl-CoA pour être synthétisé, quoi. Du coup, bon, la C, elle est fausse, hein. La thiolase, elle est utilisée dans la première réaction de diagnostic du cholestérol. Donc, voilà. Et ensuite, la réaction catalysée par l'HMG-CoA synthétase voilà, elle est irréversible. OK? En fait, la seule réaction réversible, ça va être la première, en fonction du grade de concentration, et ça va être la seule réaction, du coup, qui est pas, comment dire? Elle est indispensable, mais du coup, qui va pas forcément mener, au cholestérol. Quand vous êtes dans la deuxième réaction, donc on parlait de l'acéto-acétyl-CoA à l'HMG-CoA, là, vraiment, c'est sûr que ça va déboucher sur le cholestérol. Alors quand vous êtes dans la première, c'est pas sûr. Donc voilà, A, B, et irréversible, donc irréversible D, il faut A, B, E. Et voilà, les statines bloquent l'HMG-CoA. Donc tous ceux qui ont dit A, B, E, c'est bien. Même A, B, D, E, c'est pas grave. Juste quand tu vas mieux le revoir, tu vas voir que tu vas te mettre en code couleur réversible, irréversible, ça va être facile. Voilà, et puis les autres, il y a pas de, c'est pas grave. Ah non, mais après, dessus, c'était. Voilà. Ensuite, le dernier QCM, je vous laisse encore 2 minutes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vois que vous avez. Du coup, je vais corriger. C'est bon? Alors, je vois. Ok. Bon, alors, du coup, les réponses justes, c'est B et D. Voilà. Bon, après, c'est normal hein, que vous ayez faux sur les premiers QCM juste après le cours, hein, parce que c'est un gros cours, quoi. Du coup, le cortisol et l'aldostérone, c'est dans les corticosurrénales. Voilà. Retenez que du coup, les corticosurrénales, c'est les deux à 21 carbone, cortisol et aldostérone. Voilà. Bon, c'est pas de souci. La vitamine D participe au métabolisme, donc classique, point essentiel du cours. OK. L'hypovitaminose A, bah, c'est tératogène en soi, mais par contre, c'est l'hypervitaminose A qui est tératogène chez l'embryon. Retenez du coup le Roaccutane. Quand vous apportez Roaccutane, du coup, hop, vous apportez trop de vitamine A, donc ça va être une hypervitaminose A pour votre bébé, quoi. Bon, il y en a qui vont pas ça vous concerne pas les hommes, mais je veux dire, voilà, c'est toujours bien d'avoir les moyens mnémotechniques. Du coup, on retrouve de la vitamine E dans les conservateurs et adjuvants. Ouais, malheureusement, il va falloir apprendre, enfin, par cœur, mais savoir un peu conservateur, adjuvant, crème, tout ça, parce que ça tombe souvent quand même en anal. Et ensuite, cette vitamine D est utilisée par des bactéries de notre flore intestinale. Mais je vais aller. La E, parce que c'était bien endogène, du coup. Donc, la réponse, c'est A, B. Non, c'est pas A, c'est B, D, E. Voilà, tous ceux qui ont dit B, D, E, c'est bien. Et voilà, donc, ben voilà, il y a des. Du coup, Anissa, tu as eu 0,5 et José a eu 0,2. C'est quand même assez bien parce qu'en plus, glucides, voilà. Après, glucides, c'est aussi beaucoup d'anal. Donc, vous faites beaucoup, 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 beaucoup le cours très pointu au début. Après, vous faites beaucoup d'anal pour vous entraîner. Et justement, ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Moi, si vous voulez mon expérience par rapport aux lipides, quand j'étais imprimante, c'était vraiment genre un cours, mais je me demandais, mais comment les gens pour réussir à juste, juste à lire les noms qu'il y avait dans ce cours et pour un peu comprendre, juste un peu. Et en fait, après, quand tu le revois en doublant, tu as une approche différente. Et du coup, tu arrives mieux à comprendre le pourquoi du comment, à faire des liens. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à le revoir, à le revoir, à le revoir, à le revoir. Là, si vous pouviez bien, bien, bien le connaître avant la rentrée, c'est cool. Histoire après de le revoir tranquillement en faisant des petites fiches. Et au plus vous allez le voir, au mieux vous allez le comprendre. Et en fait, au plus il va devenir de plus en plus facile. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? J'espère que du coup ça vous a plu, que ça vous a aidé. Là, on a fait les 2 premiers cours, du coup, même pas 1 heure et demie, vous avez fait les 2 premiers cours. En 4 heures de cours. Ouais, 4 heures donc. Donc franchement, c'est bien. Si vous arrivez après à l'apprendre, c'est top. La dernière fois, on avait fait en plus les 6 heures de glucides en 2 heures.
Donc voilà. Après, je suis toujours avec vous, si ça vous va. Voilà, si vous n'avez pas de questions, c'est bon. Nickel, de rien. On est là pour ça, hein. Ok. Donc ouais, juste un cours compliqué, il est grand, il vient à la fin, donc organisez-vous bien avec et ça passe. Ouais. C'est vrai qu'il faut, comment dire? Pour moi, ce qui est primordial en doublant, c'est de connaître Krebs, glucides et lipides avant septembre. Enfin, bon, pas avant septembre, mais avant la rentrée, justement. Parce que c'est tellement des gros cours que quand vous arrivez en novembre et que vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus, qu'il fait froid, vous êtes malade, c'est pas possible de se mettre dans Krebs, glucides et lipides, surtout en tant que doublant quand on est fatigué. Donc vraiment, apprenez-les bien, revoyez-les bien, revoyez-les chaque week-end. Un week-end, vous faites un glucide lipide, l'autre week-end, vous faites lipide Krebs, l'autre Krebs glucide. Voilà, vous échangez un peu. Est-ce que là, du coup, dans le chat, est-ce que ça vous a apporté la pré-rentrée? Et est-ce que, comment dire, est-ce que vous avez l'impression que vos cours que vous avez vus, vous les connaissez bien? Parce que c'est pour ça, justement, les cours qu'il va y avoir la pré-rentrée, ils ont super bien choisi les cours cette année pour les cours les plus durs, les cours les plus chiants, les cours les plus longs, comme ça, hop, vous les faites maintenant Ouais, et après, c'est terminé. au moins vous les avez vus une fois. En général, par exemple, Voilà, lipides, glucides, même en night tutorat, on les voit pas. Ça veut dire, voilà, ouais. c'est ça. Et oui. En plus, c'est les cours, c'est des cours, mais c'est tellement de points, enfin, c'est tellement, tout est relatif, hein, mais Ouais, c'est gros points au concours, quoi. Donc, ouais, hésitez vous avez 3 questions lipides, 3 questions glucides. pas. Donc 3 c'est crêpes. 6 points sur 40, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est énorme. En plus, si vous arrivez à gérer les 14 questions en chimie, 14 questions en chimie orga, les 9 questions crêpes, glucides, lipides, les questions d'acides aminés, tout ça. Après, voilà, les questions enzymes, génome, tout ça, elles sont un peu plus pointilleuses. Mais comme ça, cette année, enfin, dans l'année, vous allez avoir plus le temps de les travailler. Comme glucides, crêpes, lipides, ça sera en gros un peu acquis. Voilà. Est-ce que vous avez un peu révisé les schémas de BioC aussi? Parce que moi, je sais que je l'avais fait en doublante pendant la pré-rentrée. J'avais essayé de bien apprendre mes schémas, donc c'était déjà annoté. Non, je sais pas vous, mais moi j'ai fait ça. Comme ça, après, c'était plus Moi, facile j'avais après pas dans fait l'année. ça. Vous Moi, n'avez pas fait ça? moi, j'avais juste fait la pré-rentrée pour me remettre dans le bain et j'avais vraiment à commencer à étudier quand la rentrée a commencé. J'avais pas travaillé D'accord. pendant les vacances après la pré-rentrée. Ouais, Ça, tu avais ça juste fait la dépend, pré-rentrée, ok. ça dépend de Bon, ça vous. dépend de chacun, quoi. Ah ouais. Et moi, c'était, genre, je travaille pas pendant les vacances, je me repose bien. Mais quand je travaille, je travaille. Genre, il n'y a plus de pause. Ouais. Donc, Ben, moi, c'était c'est l'inverse. comme vous voulez. Moi, en fait, je savais que dans l'année, j'allais avoir besoin de jours de repos que j'ai pris dès que j'en avais besoin, hein. Moi, je suis très, Hmm. de la, je suis de la team travail peu mais efficace. Enfin, peu. Ouais. Voilà, peu en passette, hein, pas peu 1 heure par jour, hein. Relativement, Voilà. ouais. Tout est relatif. Mais du coup, moi après, je vous conseille, si vous êtes un peu comme moi et que vous avez besoin de vos jours de repos, prenez un jour de repos et recommencez bien le lendemain. Parce que je sais que un jour de repos, c'est stressant, vous culpabilisez et tout, mais ça sert à rien de travailler quand vous n'y arrivez pas, quoi. À part Ouais, se si fatiguer vous pour êtes, rien et pour le jour suivant. si vous êtes crevé, vous êtes trop fatigué et que vous vous forcez à travailler, vous êtes juste en train de perdre votre temps. C'est mieux, C'est arrête, ça. repose-toi. Et c'est pas du temps perdu, le repos, quand vous êtes vraiment Non, au fatigué, au contraire. contraire. Mais en fait, justement, et ce qui est dur, c'est de se dire dans sa tête, je prends du repos. Donc là, je prends du repos et ça va être bénéfique pour moi parce que quand on prend du repos, on est là en mode, oh non, mais les autres, ils travaillent, oh mais non, que Ouais, les ouais, autres, ouais. c'est impossible, ils n'arrivent pas à travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est normal de prendre des pauses, quoi. Après, si vous arrivez à faire ça sans prendre de pause, go, hein, mais bon, Ouais. c'est pas possible. Voilà. Moi, je sais que j'aurais pas pu le faire. Ouais, voilà. C'est tout, hein.